vous m'entendez bien? Oui? Alors c'est parti. Alors aujourd'hui, voilà, on est ici ensemble là pour 1 heure et demie pour traiter du sujet, plus généralement de la mise en page, voilà, des outils. Donc c'est vrai que le titre indique, flyer, affiche et cetera, mais ce dont on va parler va être tout aussi utile pour des posts sur les réseaux sociaux, des stories ou autres. C'est vraiment un outil, Canva dont on va parler qui va nous permettre de réaliser plein, d'images, de visuels différents. Pour l'anecdote, nous, on s'en sert pour rédiger des contrats, pour faire des présentations aussi type PowerPoint, des cartons d'invitation à un anniversaire. Enfin voilà, c'est vraiment un outil ensuite qu'on va pouvoir décliner et utiliser pour plein de choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà reprendre un petit peu les bases et notamment les éléments qui constituent ce qu'on appelle une charte graphique. Vous verrez, mais on passera ça en revue. C'est un petit peu les éléments de base qui vont nous servir à configurer notre Canva. L'idée de ce webinaire, hein, c'est de vous donner des outils qui, une fois configurés, vont vous permettre de gagner du temps, de ne pas avoir à tout rechercher, reconstruire systématiquement pour essayer de, voilà, de vous faciliter la tâche. On passera un petit peu de temps ensuite à traiter et à configurer un compte Canva, ou en tout cas, je vous expliquerai comment et ce qui est configurable. On évoluera aussi dans l'interface du logiciel. Donc, c'est un logiciel en ligne. Hein, donc on se connecte sur un site internet, vous le verrez, et tous les outils sont là et à jour en permanence. Et ensuite, évidemment, je vous montrerai comment créer, modifier un document. Il y a quelques règles de mise en page qui, une fois qu'on les a saisies et comprises, sont configurables et automatiques dans le logiciel. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, comment on récupère finalement notre création, comment on la télécharge, que ce soit une image, que ce soit un document PDF, une vidéo aussi, ce que vous le verrez, ça nous permet, voilà, de réaliser également des vidéos. Et évidemment, des formats qui ont pour objectif d'être imprimés. En tout cas, où donc là, on va pouvoir récupérer des éléments un peu plus techniques, type les traits de coupe, etc., qu'un imprimeur pourrait potentiellement nous demander. Donc voilà un petit peu le programme de l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Alors, un tout petit mot sur qui on est. Donc moi, je suis Juliette Tomasetti, je travaille dans une petite agence de communication, on est 4 personnes, éparpillées un petit peu dans toute la France. Alors moi, je suis un petit peu loin de vous physiquement, voilà, je suis du côté de Montbéliard, tout près de la Suisse, voilà. Dans l'Est, et donc j'ai un collègue qui est dans l'Ouest, à Saumur, totalement à l'opposé, et puis deux autres collègues dans l'Est, encore à Belfort et dans les Vosges. Et notre boulot, c'est communiquer, alors essentiellement aujourd'hui de manière digitale, donc sur les réseaux sociaux, les sites internet, faire de la publicité sponsorisée sur Facebook, Instagram et les autres. Et on travaille aussi à la coordination de plans de communication, de stratégies de communication générale, où on est amené forcément, donc non pas à créer des visuels, ou assez rarement, mais en tout cas à apprendre à les décliner. Moi, j'estime quand même que le boulot de graphiste, il est important, même à l'heure de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a quand même un côté artistique, créatif, qui ne s'invente pas et qui, à mon avis, n'est encore pas remplacé par l'IA aujourd'hui. Donc souvent, nous, on va faire appel à des graphistes qui vont souvent aussi nous proposer des chartes graphiques, on y reviendra. Et nous, notre boulot, c'est de la décliner ensuite. C'est s'ils nous donnent une affiche en A4, qu'on sache la mettre au format paysage ou autre. Donc on a plutôt un boulot de technicien là-dessus que de créatif. Donc voilà un petit peu dans quel cadre on évolue. Alors, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai un petit temps de latence. Ah, voilà. Donc, pour commencer, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on allait commencer par évoquer le principe de charte graphique. Donc, la charte graphique, c'est finalement ni plus ni moins qu'une ligne directrice de notre communication visuelle. Souvent, quand on dit charte graphique, on pense un logo, des jeux de couleurs, des typographies, mais ça peut aussi être plein d'éléments visuels. Là, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, alors c'est tout petit, mais c'est pas grave, c'est vraiment le principe dont je voudrais vous parler. On a là, en l'occurrence, c'est je ne sais plus si c'est Chemin des Parcs ou les PNR Sud, mais peu importe, on a des couleurs, en tout cas, qui sont définies. PNR Sud, voilà. Qui sont définies
par un graphiste, voilà, ou un chargé de communication, ou une direction. Donc, on voit ici qu'il y a 4 et 4, 8, allez, 9 couleurs qui sont définies. Ce qui implique que si on suit la charte graphique et qu'on a d'autres documents à créer, on ne doit pas, techniquement, utiliser d'autres couleurs que celles qui apparaissent dans cette charte. Donc là, elle est hyper fournie, cette charte. D'avoir 9 couleurs, c'est quand même beaucoup. Voilà, alors, on imagine qu'il y a un sacré volume aussi de documents à produire. Souvent, on conseille à minima d'avoir 3 couleurs. Voilà, 3 couleurs définies pour ensuite pouvoir les reproduire. Alors, hop, si je zoome un petit peu. Vous voyez ici, donc on a ce vert foncé. Voilà. Et on a 2 lignes avec des codes. Voilà. Ça nous permet de retomber exactement sur la couleur de départ et éviter les approximations. On a là, sur la deuxième ligne, en l'occurrence, ce qu'on appelle le CMJN. CMJN, ça veut dire cyan, magenta, jaune et noir. C'est finalement les 4 couleurs que l'imprimeur va être en mesure de mélanger pour créer le résultat dont il a besoin. Il y a 4 couleurs puisque, si je caricature un petit peu et que vous pensez à votre imprimante de bureau, il y a 4 cartouches. Il y en a une noire, une jaune, une bleue et une rouge. Donc on retrouve notre CMJN. Quand on travaille en CMJN, alors rassurez-vous, c'est un truc, une fois qu'on a cliqué dessus, on n'y touche plus. On n'a pas besoin de passer des heures à configurer tout ça. Mais ce CMJN, c'est un document qu'on va fabriquer avec ce jeu de couleurs de façon, parce qu'on sait qu'il va être imprimé. Ouais. À l'inverse, en dessous, on a ce qu'on appelle le RVB. Pas à l'inverse. Différemment, on a le RVB. C'est rouge, vert, bleu. Si vous avez, disons, plus de 30 ans, vous vous rappelez peut-être des télés cathodiques qu'on avait avec, quand on s'approchait de l'écran, on voyait ces 3 petits points, un rouge, un vert, un bleu, qui constituaient l'image globale. En fait, c'est ce qu'un écran est en capacité de projeter. 3 faisceaux lumineux, rouge, vert, bleu, qui donnent les couleurs qu'on a à l'écran. Ce qui m'amène à vous dire que quand on travaille uniquement sur un écran et qu'on réalise un document qui n'a pas vocation à être imprimé, on peut travailler en RVB. Ça, c'est un petit peu les bases. Et il faut l'avoir en tête, notamment, on ne vous embêtera jamais, on va dire, quand vous allez faire un post Instagram sur est-ce que c'est du CMJN ou du RVB. Le risque, si on ne fait pas gaffe à ça, c'est surtout quand on va imprimer quelque chose. Souvent, je pense à un flyer en grande quantité. Il y a parfois des différences de couleurs entre ce que vous voyez à l'écran et ce qui va être imprimé. Simplement parce que techniquement, il est compliqué de reproduire la même chose, exactement. Donc, soyez vigilants là-dessus. Et c'est notamment, entre autres, pour ça que parfois des imprimeurs vont vous inviter à signer ce qu'on appelle un BAT, un bon à tirer. C'est entre autres pour vérifier que les couleurs sont OK avec ce que vous aviez en tête. J'en ai fini pour la partie technique et code. Voilà. Mais vous verrez, en tout cas dans Canva, qu'on peut configurer ces couleurs. On va prendre une petite palette finalement qui est à disposition et on va avoir juste à recliquer sur une petite pastille, la couleur qui nous intéresse, pour retomber sur nos pattes, on va dire, visuellement. Donc ça, c'était pour la couleur. Deuxième chose qu'il convient de configurer, ou en tout cas de choisir dans une charte graphique, c'est les typographies, les polices de caractères. Alors, il en existe des millions. Ces polices de caractères, de la même façon, on essaye d'en choisir 2, 3 maximum. Souvent, c'est tentant. On est notamment sur Canva ou un autre outil, on se dit tiens, celle-là, elle est sympa, un coup, je vais prendre celle-ci, un coup, celle-là, etc. Dans l'idée, quand on communique, il faut avoir des éléments fixes, clés et qu'on reproduit régulièrement pour avoir une image. Donc, de la même façon, on peut tout à fait imaginer choisir ou avoir défini une police de titres, de grands titres, par exemple. Là, dans l'exemple, on a les grands titres, les titres et sous-titres, le corps du texte, les exemples et les mots-clés. C'est très, très charté, pour le coup. Et on peut évidemment associer des typographies à des couleurs. Donc, en tout cas, c'est vraiment une question de la ligne directrice. Il faut penser visibilité. Ça, je vais vous le redire plusieurs fois, visibilité et lisibilité, en fait, quand on bosse un document de communication. Et troisième élément, qui peut être intéressant d'avoir dans votre charte graphique, c'est ce que moi j'appelle des éléments graphiques. Ce n'est pas un logo,
Ce n'est pas un jeu de couleurs, mais c'est des petits éléments qui vont vous permettre de rappeler votre image, votre marque, votre structure, qui sont finalement des petits dessins qu'on pourrait intégrer assez facilement dans des documents. Là, je prends l'exemple, c'est dans cette frise-là, finalement, ça représente les sommets des différents parcs du Sud, et ça, dans beaucoup de documents qui émanent de ces structures, on le retrouve, c'est toujours placé de la même façon, il y a toujours, les lignes sont de la même couleur, avec telle typographie, ça permet, encore une fois, d'asseoir l'image. Si on reprend les bases générales d'une mise en page efficace, pensez hiérarchie de l'information. Il y a toujours 2 voire 3 niveaux de contenu dans ce qu'on va raconter. Les titres, donc ce qu'on doit voir en premier, en gros, des informations clés et ensuite les détails. C'est vraiment le principe de l'entonnoir en termes de taille de l'information et de lisibilité. Pensez contraste également, parce qu'on peut être tenté d'utiliser plein de couleurs, je sais pas, plutôt foncées parce que ça nous plaît, parce que c'est joli, mais pensez qu'il va falloir associer ces couleurs aussi dans vos documents. Donc encore une fois, qu'il faut penser lisibilité. Et c'est souvent un petit peu frustrant, mais il ne faut vraiment pas avoir peur du vide. Voilà, quand on fait de la mise en page, du vide, du blanc, des espaces, voilà, qui vraiment servent la lisibilité de ce qu'on va créer. Donc, charte graphique, typographie, couleur, éléments graphiques et évidemment le logo. On va y revenir, mais le logo, l'idéal, c'est que vous en ayez plusieurs versions. Typiquement, une version pour aller sur un fond clair, une version pour aller sur un fond foncé, bariolé ou autre. L'intérêt, c'est de pouvoir varier sans perdre, sans dénaturer votre logo. Et dans le graphisme, de manière générale, on n'aime pas trop les logos sur fond blanc. Souvent, vous allez récupérer, vous avez peut-être un logo de votre structure qui est ce qu'il est, mais qui, quand vous l'importez dans un document, est sur un carré ou un rectangle bleu-blanc. On a plutôt tendance à supprimer ce fond blanc de façon à ce qu'il s'intègre correctement sur les images. Et ça, je vais y revenir, mais il y a un format numérique qui permet d'obtenir cet effet, donc de supprimer les fonds blancs et d'en faire un fond transparent. C'est ce qu'on appelle le format PNG. Vous avez peut-être déjà eu affaire à ce format-là, c'est un format d'image, vous avez les JPEG, les SVG, il y a plein de formats différents, mais ce PNG intègre en fait la possibilité de supprimer le fond. Donc ça, c'est un élément à avoir dans votre boîte à outils. Est-ce que tout va bien jusque-là? Super. Alors, je continue. Donc, je vais vous présenter maintenant l'outil Canva. Alors, certains disent Canva, Canva, il y a plein de prononciations différentes. Bon, en tout cas, vous êtes libre du choix de prononciation, ça n'a aucune incidence sur la suite. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Canva, je vous disais, je réponds à Frédéric là, qui me demande si on a un logiciel pour transformer en PNG. Canva va vous permettre de le faire. Vous allez pouvoir supprimer le fond de votre image de manière à pouvoir l'utiliser avec ce fond transparent. Donc Canva, c'est un logiciel, c'est un site internet. En fait, si je dois résumer, un site internet qui permet de mettre en page ou de créer des documents pour un usage écran ou un usage papier. Comme tous les outils, vous avez une version gratuite et une version payante du logiciel. Alors, si vous vous êtes déjà frotté à l'animal, vous voyez qu'on est rapidement frustré avec la version gratuite où on ne peut pas télécharger ce qu'on veut, ça bug, etc. Donc, je vous donnerai quelques tips, en tout cas, comment repérer les éléments payants. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors techniquement, c'est ce qui va être un peu délicat, c'est que le logiciel qu'on utilise est en version payante. Vous avez la possibilité, sachez-le, quand vous créez votre compte Canva, d'activer pendant 1 mois une version d'essai gratuite. Enfin, en gros, vous avez tout gratuitement pendant 1 mois. Donc ça peut vous permettre de configurer certaines choses, notamment votre charte graphique. Je vais y revenir. À savoir aussi, le statut d'association à but non lucratif ouvre la possibilité d'accéder à Canva Pro gratuitement.
Donc, il faut évidemment envoyer les statuts de la société, les statuts de l'asso, etc. Mais vous pouvez avoir ces options-là. Là, je relisais ce matin, si vous êtes enseignant ou autre, vous avez la planche, ou même intervenant professionnel ponctuel quelque part, et que vous pouvez en justifier. Enfin, vous pouvez solliciter la version payante, mais gratuitement. Ça, il faut l'avoir en tête. Sinon, pour vous donner un ordre d'idée, nous, on utilise donc une version pro, payante. C'est de l'ordre de 250 € à l'année. Voilà. Ça doit être à peine moins hors taxe. Et c'est dommage, ça va être diffusé sur Internet, je vais me faire démasquer, mais on a un compte pour un utilisateur qu'on se prête entre collègues aussi, selon les moments. On n'a pas le droit, mais on ne se connecte pas en même temps et ça fonctionne. Voilà. Donc, Canva, un site Internet. L'inscription, elle est gratuite. Elle est gratuite sur le site. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer un compte donc de plein de manières différentes, via un email, via votre compte Gmail, en vous connectant via Facebook ou autre. Bon, plein de possibilités différentes. Franchement, la version gratuite, elle est largement suffisante pour décliner des outils. Pour l'anecdote, moi je vous conseille de déclencher cette offre d'essai gratuite qui va vous permettre de configurer tout ce dont vous avez besoin au départ. Donc il faut vraiment le faire, et pas laisser passer les 30 jours sans l'utiliser. Et ensuite, ce que vous avez configuré va vous permettre, via la version gratuite, d'être décliné. Le gros intérêt de Canva, c'est si, comme moi, vous avez une créativité proche du néant, c'est que ça donne plein d'idées. Vous allez voir, il y a plein d'outils, de contenus qui sont déjà mis en page, alors qu'il faut enlever ses œillères et se dire, tiens, juste visuellement, comment ce que moi je raconte peut s'intégrer dans un des modèles qui est proposé. Il y en a des milliers de modèles. Ça peut être, je ne sais pas, imaginons que vous faisiez des fromages de chèvre et que vous tombiez sur une pub, je sais pas, sur Canva ou un visuel pour une station de ski. C'est pas grave. En fait, ce qui a marqué, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est l'agencement des infos. Et après, vous allez pouvoir aller jongler avec ça. Donc, il y a plein de modèles ou la possibilité de créer de A à Z un outil ou un support avec votre charte graphique. Dans les options qui sont possibles aussi, il y a le redimensionnement. Je vais y revenir, mais imaginons que vous ayez une affiche A4 et vous voulez en faire des posts Instagram, une story, un flyer d'un autre format, etc. L'IA, justement, intégrée dans Canva, va vous permettre de redimensionner automatiquement votre document. Voilà. Après, il va falloir réagencer les éléments, mais il peut y avoir un vrai intérêt, un gain de temps. Alors, je vais bientôt passer directement sur le logiciel de façon à vous montrer à quoi ça ressemble, mais l'étape préliminaire, on va dire, une fois que vous avez créé votre compte sur Canva, ça va être de configurer votre charte graphique. Donc, vous avez la possibilité de créer un dossier dans Canva, je vous montrerai en live ensuite, qui va vous permettre d'intégrer vos éléments. Donc, avant de vous lancer, moi, je vous conseille quand même de faire un petit tri sur l'ordinateur, sur votre ordi, et de rassembler un peu tout ce que vous avez sous la main. Est-ce que vous avez des logos, des photos que vous voudriez utiliser régulièrement, ces fameux éléments graphiques? Si vous utilisez toujours les mêmes polices de caractères, alors sur Word, OpenOffice ou autre, voilà, vous notez entre les éléments dont vous auriez besoin. Et si certains d'entre vous ont la chance d'avoir une charte graphique existante avec des typographies spécifiques, j'imagine que vous avez aussi les fichiers, ces typographiques, ces polices de caractères, qu'il conviendrait de rassembler, de façon à pouvoir créer ce dossier. Et ensuite, tout ça, on va l'importer dans Canva, justement. Une fois qu'on a créé notre dossier, on va pouvoir créer une identité visuelle spécifiquement, donc là, en l'occurrence, charte 2024, et dedans, on va pouvoir ajouter des logos, des couleurs, et ainsi de suite. On va retrouver ensuite. Alors, je vais finalement me mettre sur mon profil à moi. Hop, je bascule, excusez-moi, je bascule d'écran. Je bascule d'écran, non, pardon.
Voilà. Je reviens ici, je partage. Ça y est. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de mon compte Canva. Il y a plein de farfouillis. C'est tout l'historique de ce qu'on a pu créer, publier ou non, avec, voilà, là, vous voyez notamment, les supports des webinaires là, que je suis en train de vous présenter ont été réalisés là-dessus. Donc, dans l'historique, ils sont là. Donc, je vous disais, quand on arrive sur Canva, donc vous allez avoir le même écran sans toute la partie récente en dessous, puisqu'elle est propre à chacun d'entre nous et n'est accessible que via votre email, votre mot de passe, etc. Donc, c'est sécurisé là-dessus. Le gros avantage, c'est que finalement, tout ce qui est là-dessus est sauvegardé automatiquement. Vous perdez votre ordi, ou je ne sais pas, vous faites piquer, voilà, pas de bol. Mais en tout cas, il y a quand même un historique en ligne de ce que vous avez réalisé jusque-là qui reste sur la plateforme. Donc, quand on arrive ici, ce que je vous montrais tout à l'heure dans le support, voilà, on va avoir ce qu'on appelle des projets. Alors, nous, on a des projets par client. On peut créer des nouveaux projets, un nouveau dossier. Je vais l'appeler, allez, test 3 mars. Voilà. Je vais créer mon dossier qui apparaît ici. Et là-dedans, je vais pouvoir ajouter plein de choses. Et notamment, ajouter mon identité visuelle. Je vais créer une identité visuelle que je vais appeler mars 2026, original. Et là-dedans, je vais pouvoir importer des logos, des couleurs, des typographies. Alors même, voilà, je n'avais pas mis des voix de marque. Si vous avez une voix spécifique, je sais pas, type la SNCF qui utilise toujours la même voix. Des photos, des illustrations, des icônes, des graphiques, et ainsi de suite. Donc, si je mets le logo, et que je veux aller chercher un logo qui est donc stocké sur mon ordinateur, je vais pouvoir aller les importer. Et donc, il va aller fouiller dans mon ordinateur. Alors, évidemment, est-ce que j'ai un logo qui traîne? Allez, on va prendre ça. J'importe un logo dedans. Je peux en avoir plusieurs versions. J'irai voir après. Je vous montrerai une fois qu'on aura fini de la configurer, quelle tête ça a quand c'est correctement configuré. Et dans les couleurs, là, on revient à ce dont je vous présentais, ce dont je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir, donc là, il est allé piocher automatiquement les couleurs qu'il y avait dans le logo que j'ai importé. C'est un des avantages de l'IA quand même, c'est qu'il y a des trucs où il va un peu plus vite que nous. Ou alors, je peux ajouter une couleur. Donc, en cliquant dessus, là, on retrouve, vous voyez, le code dont je vous parlais tout à l'heure, ou la possibilité de le configurer en CMJN. Je vais mettre n'importe quoi. Ah ben non, j'avais un vrai code dans mon exemple tout à l'heure. Hop. 4A, 756, c'est 4A, 756C. Voilà. Et là, je retombe pile sur mon verre des PNR Sud. Voilà. Ça me l'enregistre, il est là. Et je peux en mettre, allez, je vais mettre un truc qui n'a rien à voir, un violet et un bordeaux, disons. Donc là, j'ai mes éléments qui sont intégrés dedans. Je peux faire pareil avec les polices de caractère. Alors, je ne suis pas obligée de tout saisir. Hein. Il y a peut-être juste une typographie que j'utilise tout le temps et qui me va bien. Ou alors, peut-être que je n'ai pas encore choisi et que c'est l'occasion de me dire, allez, je m'arrête sur ces choix-là. Donc là, je vais pouvoir saisir pas mal de choses. Ça va jusque-là? Donc, Canva propose toute une série de typographies, de polices de caractère, justement, qui sont préexistantes. Là, si je clique, par exemple, dans Titre, voilà, il va me dire choisir une police. Et là, il y en a, comme dans Word et tous les logiciels, des dizaines et des dizaines. Je vais prendre un truc
complètement, allez, ça, on s'en fiche, complètement arbitraire. Voilà. Moi, je vais l'appeler police de titre. Voilà. Qui va rester là. Je pourrais dire que systématiquement, je veux l'utiliser en taille 56, 42 ou autre. Ça, après, c'est à vous de décider. Et on va dire une police de, allez, non, sous-titres, j'en mets pas, et puis je vais mettre une police de corps de texte, qui sera celle-là. Voilà. J'ai mes éléments. Je n'ai pas besoin d'enregistrer, ça s'enregistre automatiquement. Donc tout ça est configuré. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir les mêmes polices dans la suite Office? Non, techniquement, c'est un peu toute la difficulté. C'est que les polices que vous utilisez dans la suite Office, en fait, vous les louez finalement en même temps que votre abonnement à la suite Office. Voilà. Donc, soit vous allez pouvoir télécharger des polices gratuites, libres de droit sur Internet et les importer dedans. Après, franchement, quand on fouille un peu, il n'est pas rare de retrouver des polices, je pense à, alors là, le typique, les Arial, par exemple, les classiques Word et compagnie sont dedans. Qu'est-ce qu'on a? Les Helvetica, ça c'est les polices Apple qu'on retrouve aussi. Donc il y en a beaucoup, ça vaut le coup d'aller chercher quand même, voir si on retrouve des choses. Donc en tout cas, là j'ai ma charte graphique mars 2026. Je vous donne un exemple d'une charte graphique. Est-ce que j'en ai? Ben voilà, typiquement, chemin des parcs. Alors est-ce que je l'ai configuré? En fait, peut-être pas correctement. C'est un mauvais exemple. On réutilise. Non, alors, je suis en train de l'écrire, pardon. Je ne mets pas le bon. Évidemment. Ah, donc, ça doit être bon. Voilà, donc là, je retombe sur mes pattes. Donc, j'ai choisi ma charte chemin des parcs, en l'occurrence, et dedans sont importées toutes les versions du logo qui existent pour la marque. On a les couleurs également qui sont configurées, peut-être les polices de caractères aussi, et quelques photos qu'on utilise très régulièrement dedans. Et de mémoire, on a aussi quelques illustrations. Vous voyez la ligne de crête là, dont on parlait tout à l'heure, qui existe en plusieurs couleurs. Encore une fois, hein, ce sont des chartes graphiques qui sont très, très chartées, justement, très calées, hein, très élaborées. Donc, une fois que tout ça est créé, je peux revenir dans mon interface générale Canva. Donc, ici, on a un élément qui est plutôt important, qui sont les designs, les modèles. Ce que Canva appelle vos designs, en fait, c'est vos anciennes créations, ce sur quoi vous avez déjà travaillé, un historique. Quand il y en a beaucoup, il y a un vrai intérêt à nommer correctement vos documents. Flyers, affiches, ou que sais-je, de façon à pouvoir les retrouver simplement. Là, je prends, ben voilà, pour le coup, j'ai une collègue qui est très bonne élève, qui nomme avec le nom de la structure, le flyer, le format A6. Et là, elle a fait pareil, prog du trimestre en A4, de façon à s'y retrouver quand on farfouille. On peut aussi, quand on a pas mal de documents différents, les classer dans des dossiers. Ça, c'est possible. Donc, vos designs, c'est ce sur quoi vous avez déjà bossé. Modèle, donc c'est là qu'on se rend compte de la force de Canva, tous les modèles qui existent. Alors, là, vous avez présentation, c'est l'équivalent de PowerPoint. Hein. Les présentations, des affiches, des CV, des stories, des emails, des logos, des vidéos, enfin, des brochures, vous savez, des 3 volets, par exemple, dont on pourrait avoir besoin, des cartes de visite. Je vais prendre, je vais prendre brochure. Donc, c'est un format qui m'intéresse. Voilà des dizaines et des dizaines d'exemples de brochures. Petite subtilité. Quand vous voyez qu'en bas à droite, il y a une petite couronne sur les modèles, ça veut dire qu'il contient des éléments payants. Donc, vous allez être coincé si vous
si vous utilisez ces éléments payants au moment de télécharger le document. Alors, de mémoire, il est possible, on peut, alors, il doit être possible de chercher, en tout cas de modifier, pour n'avoir que les éléments payants, que les éléments gratuits. Moi, j'y reviendrai après. Mince. Donc, je reviens sur mes brochures. Je prends celle-ci, là, par exemple, la deuxième. Pas d'éléments, enfin, pas de petite couronne. A priori, on peut tout utiliser. Dès que j'ouvre un document comme ceci, il me propose de visualiser, en l'occurrence, ce que pourrait rendre ce document-là. Il nous propose, donc Canva, c'est maqué hein, avec des imprimeurs, donc il nous propose de présélectionner le type de papier, etc. Bon, en l'occurrence, on n'a pas forcément besoin de l'imprimer. Il vous propose d'autres suggestions qui ressemblent un petit peu voilà, dans l'esprit à ce que vous avez choisi. Et dès lors que vous allez faire personnaliser ce modèle, vous allez ensuite retrouver ce document dans vos designs. Voilà. Donc, si je reviens sur ma page d'accueil, donc là, je suis toujours dans mes modèles, mais si je reviens dans mes designs, évidemment, alors, j'actualise. Voilà. Je retrouve le document que j'ai sélectionné maintenant dans ce sur quoi moi je travaille. Donc, je vais l'appeler, tout de suite, je vais l'appeler test brochure mars. Voilà, je m'y retrouve. Et donc, dans ma page d'accueil, j'ai bien test brochure mars qui arrive. Là, je suis partie sur un modèle. Quand je suis dans mes designs, je peux aussi, par exemple, aller dans réseaux sociaux. Et là, j'ai tous les formats dont je pourrais avoir besoin sur les différents réseaux sociaux. Exemple, vous vous êtes créé une page Facebook et vous voulez y intégrer une photo de couverture. Votre problème, c'est que vous avez une super belle photo, mais qui n'est jamais bien cadrée, etc. ou autre. Là, le document que Canva vient de vous créer est exactement au format couverture Facebook. Donc, vous allez, enfin, dire que les tailles d'outils et de supports sont à jour, donc vous allez directement pouvoir travailler sur un document au bon format. Alors, pour répondre à Laetitia, Laetitia nous demande si c'est grave d'utiliser en gros un seul et même format pour Facebook et Instagram. Voilà, si je simplifie un petit peu. Alors oui et non. Visuellement, c'est pas grave, puisque les deux outils en fait vont nous permettre de faire apparaître quelque chose de très correct. Là où c'est pénalisant, c'est surtout pour Instagram, parce que Instagram privilégie en fait ce qu'ils appellent les formats verticaux. Alors, c'est deux tiers, un tiers, une forme un petit peu plus verticaux qui sont mis en avant par l'algorithme, plus que les carrés. En fait, historiquement, on se disait, tiens, je fais un format carré qui va aller et sur Facebook et sur Instagram. Ça me simplifie la tâche. C'est un petit peu, ouais, 4/5, pas 2 tiers. C'est un petit peu pénalisant voilà, au niveau de l'algorithme. Mais l'avantage, encore une fois, c'est qu'avec ces versions pro de Canva, vous allez pouvoir fabriquer, par exemple, tous vos posts Facebook en format ici, là, 940 par 788, et puis d'un clic, pouvoir dire, je veux tous les redimensionner dans un nouveau document au format Instagram. Et donc, il les transpose. Alors, parfois, c'est approximatif, hein, il faut quand même vérifier, mais il transpose en tout cas ce que vous avez configuré sur un autre document. Je reviens sur ma brochure. J'ai choisi de réaliser cette brochure. Je passe du coq à l'âne, pardon. Je reviens sur mes formats. J'ai oublié de vous dire un truc important. Donc, on peut choisir les formats dont on a besoin, mais on peut aussi, nous, mettre les dimensions dont on a besoin. Imaginons que vous réalisiez une newsletter, un emailing, et que quand vous voulez configurer quelque chose, on vous dit il faut exactement je sais pas, 158 pixels par 115 pixels. Donc là, vous allez pouvoir fabriquer votre document pile au format dont vous avez besoin en cliquant sur Dimension personnalisée.
Alors, Anne, peut-être pour répondre, il y a deux pistes dans ce que je peux vous dire. Soit, effectivement, c'est une version gratuite que vous avez, donc forcément, il y a quelques petites options qui n'apparaissent pas. Dans la version, et si c'est la page d'accueil dont il est question, il y a des chances que ça n'ait pas la même tête, parce que moi, vous avez tout l'historique de ce sur quoi on a déjà travaillé. Donc, ce qui modifie en tout cas la mise en page de. Donc, je reviens sur mon dépliant. Là, Canva me fait automatiquement apparaître des traits, comme les traits de coupe, en tout cas, ce qui va me permettre de me projeter dans mon document final, genre ma page 1. Et là, un petit peu comme on utiliserait à l'époque Paint ou autre, si je clique sur mon bloc rose et que finalement je veux le mettre dans ma couleur verte. Je clique sur mon petit bloc couleur et là, c'est mes chartes graphiques configurées. Si je vais sur, il est où mon test, est-ce que je l'ai rangé? Mars 2026, là, hop, je sélectionne la charte graphique dont j'ai besoin. Donc nous, on en a plusieurs, mais si vous bossez pour une structure, vous en avez une. Et là, je retrouve mon vert exact de ma charte graphique. Je pourrais aussi dire, ce texte-là, finalement, je veux qu'il apparaisse. Donc là, je suis sur du texte, je clique comme sur Word sur le petit bloc qui va me permettre de modifier la couleur. Je veux qu'il apparaisse en bordeaux. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, d'avoir préconfiguré les choses, ça nous permet d'avoir tout sous la main au moment de configurer notre document, ce qui nous fait déjà gagner un peu de temps. Deuxième problème sur ce document, ce n'est pas les bonnes typographies. Même principe, je clique sur mon bloc de texte, tout fonctionne par bloc, hein, c'est vraiment l'idée. Et là, comme dans Word, je vais dans les typographies, et donc là, c'est un petit peu plus bas, on retrouve ici ma charte graphique mars 2026, où je vais pouvoir aller chercher la typographie que j'avais présélectionnée. À ça s'ajoute, donc je vous disais, le fait qu'on travaille par bloc. On a un bloc avec un rectangle vert, quoi, un bloc de texte, et ainsi de suite. Ces blocs, je peux les agrandir, les réduire. Donc ça, c'est des outils assez classiques. Je peux les déplacer sur ma page. Je peux jouer avec les différents niveaux de calque. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas très pertinent, mais en cliquant sur position là-haut, je vais pouvoir reculer mon bloc. Alors, vu qu'il est en blanc sur blanc, on ne le voit plus. Mais voilà, là, on voit qu'il est passé derrière, en gros, mon rectangle vert. Je peux jouer là-dessus. Avancer, reculer. On retrouve dans nos éléments de texte, encore une fois, les mêmes outils que ceux dans du traitement de texte classique. Je vais pouvoir aligner, faire à gauche, faire à droite, le texte. Je vais pouvoir barrer, souligner, le mettre en gras, en gras. Donc là, on a vraiment des options assez classiques. Donc là, je joue uniquement avec les éléments que Canva m'a proposés au départ. Imaginons que finalement, ce bloc vert, là, je me dis que ça serait mieux sur un fond blanc. J'ai la possibilité, en cliquant dessus, de le supprimer, de l'effacer. C'est la petite poubelle. Et à contrario, imaginons que je me dise il est vraiment super, je veux mettre le même sur la page du milieu. Là, j'ai ma petite poubelle, mais juste à gauche, j'ai dupliqué. C'est un copier-coller, finalement. Je vais pouvoir ensuite déplacer. Je tourne la tête, c'est que je suis la trame de ce que je vous raconte en même temps. Hein. Je ne suis pas en train de faire autre chose. Donc là, j'ai mes différents blocs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces petits blocs? Imaginons que celui-ci, voilà, ce vert-là, vous trouvez qu'il est super bien placé, mais chaque fois que vous voulez cliquer sur un autre, vous le déplacez, finalement c'est pénible, etc. Vous avez la possibilité de verrouiller la position d'un élément en cliquant sur le petit cadenas. Voilà. Ce
qui fait que là, je peux cliquer n'importe où, il ne bougera plus. Tant que le petit cadenas est fermé, voilà, ça ne bougera plus. Autre option possible, je vous donne un exemple. Quand on a construit le webinaire et le support que je vous projetais tout à l'heure, Laure et Gwenaëlle avaient accès à ce document et on s'en servait comme outil de travail avant de pouvoir vous le projeter. Donc là, imaginons que Laure ait accès à ce document, veuille regarder, et elle peut mettre des petits commentaires aussi. Donc il y a vraiment un côté collaboratif aussi possible, où elle pourrait mettre cette typographie n'est vraiment pas jolie, change-la, par exemple. Bon. Et donc moi, je vois apparaître ce commentaire sur l'outil. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Donc là, j'ai mes petits éléments. À quoi on reconnaît, on va dire, une création, entre guillemets, un peu approximative. Un bloc qui n'est pas bien centré. Ou alors un truc qui est comme ça, ici, et là, comme ça, et finalement, ça. Alors, c'est joli, mais finalement, ça ne respecte pas les codes mise en page classique. La première chose, c'est les alignements. Il faut faire attention à ce que les choses soient alignées et que ça respecte une certaine homogénéité. Et donc, c'est là où Canva est plutôt intéressant, c'est qu'il nous propose des repères visuels. Alors, je ne sais pas si c'est visible à l'écran. Là, j'ai un petit trait rose pointillé qui apparaît pile au milieu de mon texte. Donc, quand je déplace mon bloc, en fait, quand je suis au bon endroit, on me le dit. Arrête de bouger les choses. Donc ça, pensez vraiment à l'utiliser et à jongler avec ça. Et de la même façon, mais comme dans des règles de mise en page classiques, quand on va utiliser, j'ai perdu mon mot, on aligne, on va dire, tous les textes, tous les blocs de texte de la même manière. Donc là, on ne peut pas avoir un truc qui est centré, après le faire à gauche, et ainsi de suite, quoi. On va essayer d'homogénéiser les choses aussi. Et là, de la même façon, vous voyez, quand je déplace mon bloc, donc j'ai mon alignement horizontal qui m'est signifié, et si je ne dis pas de bêtises, voilà. Là, je sais que je suis pile au milieu du document. Voilà, je suis pile au milieu de ma croix. Pareil, il va vous calculer, là, par rapport à mes deux repères de pliage, est-ce que je suis pile au milieu? Voilà, il vous le dit. Ça, il faut prendre un petit peu le coup. Donc, c'est super. J'ai mes typos qui sont à peu près toutes les mêmes. D'ailleurs, ouais, à peu près. Par contre, je ne vends pas du tout des fleurs, moi. Ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, j'ai des super photos que je préférerais importer dans le document. Ou au contraire, mon gros problème, c'est que je n'ai pas de photos. Dans cette colonne de gauche, ici, on retrouve là, les modèles. Il n'est pas impossible, et c'est souvent le piège quand on commence à farfouiller sur Canva, c'est qu'on va passer des heures à chercher le bon modèle, le bon truc, et j'aime bien et j'aime pas. Bon. Avancer sur un modèle, et ensuite, voilà, on se pose vraiment la question de la mise en page. Mais ça peut être piégeant, en tout cas. Ensuite, j'ai un petit onglet ici qui s'appelle Éléments. Et là, c'est une mine d'or. Je pourrais dire, je veux, tiens, typiquement, je voudrais mettre un point d'interrogation. C'est mes recherches récentes. Là. Et là, il me propose des illustrations, des images en 3D, des photos, des cadres. Je vais mettre ça comme cadre, j'y reviendrai après. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je vais mettre celui-ci. Donc là, j'ai une image que je vais mettre là. Et là, un cadre. C'est dans les deux cas un point d'interrogation, mais j'ai pris dans des petits différents. Ou si je prends, allez, chèvrerie. Est-ce que je vais trouver quelque chose? Ouais. Par exemple, chèvrerie, et je veux utiliser des photos. Encore une fois, toutes les photos ou tous les éléments que vous allez utiliser avec des petites couronnes sont payants, donc vont vous coincer, entre guillemets, ensuite quand vous voudrez télécharger l'outil. Par contre, il y a des choses, là, voilà. Je vais prendre celle-ci, elle est bien atypique. Je dirais qu'elle est bleue. Je vais pouvoir l'utiliser et l'importer dans mon document. Donc, il y a une énorme base de données d'images
dont une partie libre de droit et gratuite, qui sont disponibles sur la plateforme. Je peux aller fouiller là-dedans avec les outils de recherche. Autre possibilité hyper intéressante avec ces photos. Donc là, techniquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un clic sur la photo, hop, elle apparaît sur mon document. Et après, je peux la grossir, la réduire. Ce que je voudrais, moi, c'est que cette photo-là, la chèvre, elle apparaisse directement à la place des fleurs, dans le même bloc qui est déjà configuré. Et bien là, je clique sur la photo, mais je ne lâche pas mon doigt de la souris, je la déplace. Alors, c'est dur à mimer ça. Attends, vous soyez devant, je la déplace jusque sur mon bloc et seulement quand elle apparaît ici, je lâche. Et hop, j'ai changé la photo déjà pile au bon format. Si je double-clique sur cette photo, je vais pouvoir la déplacer, de façon à avoir juste ma petite tête de chèvre. Là. Hop, voilà. Et c'est là où les cadres sont intéressants aussi. Je vais prendre une autre chèvre, celle-ci. Je fais glisser-déposer dans mon cadre et hop, ça prend juste le format du cadre. Donc là, il y a déjà pas mal d'outils qui peuvent être hyper faciles à utiliser et intéressants. Si je reviens dans mes éléments, là, hop, donc on retrouve les formes, les illustrations, les photos et ainsi de suite. Et où sont mes cadres? Voilà, ici. Vous avez des milliers d'exemples de cadres. Tout ce qu'on voit, ce qu'on appelle les mock-ups, par exemple, voilà, vous pouvez mettre un téléphone avec une tête de chèvre à l'intérieur, comme des exemples loufoques, mais vous avez plein d'éléments possibles. En fait, dès lors, sur Canva, vous voyez ce petit fond, voilà, ce champ vert et le ciel bleu, c'est que vous allez pouvoir glisser les éléments à l'intérieur. Donc là, je suis dans la sous-catégorie appareil, mais vous voyez, il en existe il y a des chiffres, des formes, des centaines, quoi. Donc là, je suis dans le cas où je suis allée chercher une photo donc, que j'avais dans mes éléments. Vous pouvez aussi alors, demander à Canva de générer des images maintenant. Là, on rentre dans l'utilisation de l'IA, où vous allez pouvoir lui demander de changer de fond ou autre, faire en sorte que la petite chèvre, là, elle devienne rouge et pas noire. Il y a encore un peu de chemin à faire. C'est assez rigolo à utiliser, mais on perd un peu en réalisme quand même. Peut-être que d'un coup, elle aura 6 cornes. Donc là, je suis allée piocher dans les bases de données d'images qu'on a ici. Je peux faire pareil avec des éléments vidéo. Il y a plein d'extraits vidéo, il y a du son, il y a de la musique, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez ce qu'ils appellent des grilles aussi. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, ici, bon, c'est une image, mais là, vous allez pouvoir en mettre 2 différentes. Voilà. Si je prends ça, je le mets au milieu, là, voilà. Je vais pouvoir encore intégrer des images différentes. Et donc, autre cas, moi, j'ai mes propres photos. Voilà, c'est de là d'où je suis partie. Dans Importer, ici, vous allez pouvoir, vous, aller chercher dans vos photos sur l'ordinateur. Donc, si vous faites importer des fichiers et que je prends, qu'est-ce que j'ai pas une photo, ben non, j'ai fait du tri, donc j'ai plus rien. Je vais trouver un truc. Je vais prendre ça. Ah. Bon, on va dire que je prends celle-ci, une photo des Salines Royales d'Arquesnan que moi j'ai importé de l'ordinateur. Donc c'est vraiment un fichier que moi j'ai importé, mis dedans. Et ensuite, ben voilà, ça apparaît dans Importer et pas dans les éléments voilà, qui sont déjà sur la plateforme. Donc là, pareil, j'ai importé une image, mais j'aurais pu importer j'ai importé une photo, mais j'aurais pu importer des captures d'écran ou autre. Donc là, on voit qu'on a un farfouillis dingue. On va retrouver voilà, des logos aussi, des images, etc. Donc vous allez pouvoir jongler entre outils que vous auriez sous la main et la plateforme peut vous en fournir. Se pose après la question des alignements.
Voilà. Là, je choisis de sélectionner mon texte de la page de gauche et celui de la page du milieu. Donc pour sélectionner les deux, pardon, j'appuie sur c'est la touche, c'est pas la touche majuscule, c'est la flèche qui monte. C'est Shift. J'appuie sur Shift. Voilà. Ce qui me permet de sélectionner les deux. Je peux grouper mes deux blocs aussi, faire qu'ils fonctionnent ensemble. Et je peux, dans Position, là aussi, chercher à les aligner. Les aligner sur le haut, au centre, à gauche, et ainsi de suite. Donc là, on va pouvoir aussi jongler. Bon, en l'occurrence, ce n'était pas le meilleur choix de faire ça. C'est possible, voilà, de faire fonctionner des calques les uns par rapport aux autres. Imaginons que je sois, alors c'est pas très joli, hein, non, que je sois satisfaite, pas encore. Je vais importer un logo. Je vais importer mon logo de marque. Je vais aller sur une vraie charte graphique. Vous allez comprendre l'intérêt d'avoir plusieurs versions. J'importe mon logo, donc qui là est en format PNG, vu que j'ai pas de fond. Il n'y a pas un bloc blanc derrière. C'est pas hyper lisible, quoi, mon logo vert sur un fond vert. Par chance, j'ai une version blanche. Ça va me permettre de gagner en lisibilité. Est-ce que j'ai un logo mal construit? J'ai pas pensé à ça. Pas mal construit avec un fond blanc. Allez, c'est le logo du département du territoire de Belfort, qui pour le coup est sur un fond blanc. On voit que le rendu, c'est moins joli quoi, avec ce fond. Alors, gros avantage de la version payante, justement, je réponds à la question, je crois que c'était Frédéric tout à l'heure. Bon. Je clique sur, donc j'ai mon logo, et là, on me propose effacer l'arrière-plan. Donc, il y a bien la petite couronne à côté. Je clique dessus, j'espère que ça va marcher correctement, et voilà, il me la supprime. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi quand on n'a pas tous les outils. L'usage, et notamment si vous avez des logos peut-être à faire apparaître sur des documents, quand vous avez toute une tripotée, une ribambelle de logos à faire apparaître les uns après les autres, moi je vous conseille quand même d'avoir un bandeau blanc et puis d'intégrer les différents logos plutôt que de travailler uniquement avec des fonds transparents, mais quand il n'y en a qu'un ou deux, c'est plus chouette comme ça. Je peux retourner mes éléments. Parfois, imaginons qu'on ait une photo de quelqu'un qui regarde vers la droite, mais on préférerait qu'il regarde vers la gauche. Vous avez la possibilité, je vais essayer avec mon... Ça va marcher là. Je peux retourner dans mon bloc. Je vais prendre mon image là, mon chemin des parcs. En haut, j'ai retourné, pardon. Je vais pouvoir retourner horizontalement ou verticalement. Bon, sur le texte, il n'y a pas d'intérêt, mais voilà l'outil qui peut être intéressant. Autre chose qui peut être sympa, c'est la transparence du fond. Ici, une fois que vous êtes sur votre bloc, vous avez niveau de transparence, et là, vous allez pouvoir jouer ici, sur la transparence de votre bloc d'image. Vous allez pouvoir ajouter, si vous avez des lignes ou du trait, jouer sur l'épaisseur, ajouter, là je veux arrondir les angles de mon bloc rectangle. Il y a un nombre d'options qui est assez impressionnant. Imaginons que désormais je sois satisfaite de ma mise en page. Et que je veuille faire plus tard un autre document du même type. Je peux tout simplement dupliquer ma page là, dans mon document. Et finalement, vu qu'on n'est plus en hiver, mais au printemps, je vais changer toutes mes couleurs pour les mettre en rose et changer ensuite juste mes photos. Donc, ce qui veut dire qu'une fois, je pense qu'il y a vraiment un petit boulot de départ sur comment je configure les choses techniquement. J'importe ma charte graphique, je crée mes modèles.
Et ensuite, je vais pouvoir les dupliquer. Je reviens sur ma page d'accueil. Là, vous êtes bien sur l'accueil de Canva, oui. Vous avez changé de page ou vous êtes toujours sur la petite tête de chèvre? On est bon? Ouais, on est sur Canva, ouais. Ok, alors, eh ben, je vais vous montrer, ça n'a strictement rien à voir, mais comme thématique, on va dire. Ça, c'est un festival de musique pour lequel on travaille. Alors elle ne bosse pas dessus, donc je ne peux pas me faire discuter. Voilà. Voilà l'élément qu'on a configuré au départ. On a le logo du festival, une petite banderole, quelques éléments graphiques. Et en fait, selon, c'est pas du tout le bon exemple, ah si, c'est bon. Selon les artistes, alors là, ça marche, voilà. Ah oui, elle les fait en 2 pages à chaque fois. À chaque fois, elle fait la présentation d'un artiste, d'un service ou autre, et après, un petit texte. Mais j'ai toujours la même trame, en fait, quel que soit l'artiste. La seule chose qui change, évidemment, c'est la photo et le texte ici. Mais donc, imaginez le gain de temps. En fait, à chaque fois, on duplique, on change l'image, on change le texte. Il y a un boulot de départ de configuration ici de ces éléments, et après, on peut décliner les choses. Et ça permet d'utiliser la charte graphique correctement et d'asseoir son image. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Peut-être un peu plus... on a du bazar là-dedans. Je prends, voilà, tous les mois, là, c'est l'Office du tourisme, on fait une battle de couverture Facebook. Donc, on va demander à notre communauté de choisir la photo A ou la photo B. Donc, on a nos blocs qui sont déjà pile au bon format de couverture Facebook. Et tous les mois, en fait, je duplique simplement mon outil et je change la photo. Tout est déjà préconfiguré. Ça va? Donc, je suis satisfaite. Je veux télécharger ce document pour l'avoir sur mon ordi, pour l'envoyer par mail, le poster sur Facebook ou autre. Je vais dans Fichier, Télécharger. Et là, j'ai plein de possibilités. JPEG, PNG, donc ça, c'est des formats images classiques, mais je peux aussi le télécharger en PDF ou en PDF pour impression. Le PDF standard, c'est un document plutôt léger, on va dire, en termes de poids, que vous allez pouvoir partager facilement. Le PDF pour impression, il est plus lourd numériquement et il va vous permettre, entre autres, si je clique dessus, vous voyez, là, il me demande est-ce que je veux RVB ou CMJN, selon ce pourquoi vous allez utiliser l'outil, ça peut être intéressant. Je vais mettre CMJN. Je veux, finalement, je ne veux télécharger que la page 1 de mon document, parce que tout le reste, c'est des tests. Donc là, je vais pouvoir, hop, cliquer sur page 1, hop, uniquement la page 1, et ça ne me téléchargera que celle-ci. Je peux mettre la page 2, 3, ouais, et ainsi de suite. Je peux ajouter des repères de coupe de fond perdu. Donc là, c'est ce que les imprimeurs demandent parfois pour découper les flyers, plier ou autre. Et là, je vais faire, qu'est-ce que j'ai mis? Page 1, et je vais mettre les 3 pour l'exemple quand même. Je télécharge tout ça. Et là seulement, voilà, j'ai mon PDF pour impression, j'ai le fichier qui arrive sur mon ordi, sur le disque dur. Voilà. Et donc, je vais l'avoir après dans mes téléchargements et je vais pouvoir l'envoyer par mail ou transfert ou que sais-je. C'est pareil pour des stories, des images. Ça mouline, il doit être un peu lourd. Maintenant, je suis contente de mon visuel, encore une fois, et je veux le redimensionner automatiquement, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là-haut, j'ai mon petit outil redimensionner. Et là, il me demande, bon, ça va être un peu délicat, ça marche bien pour le web, là, on print, je ne sais pas.
Imaginons que je veuille passer ce document en format paysage A4, qui doit déjà être le cas en fait, techniquement, mais je vais dire en story Instagram. Allez, ce sera peut-être plus visuel. Ah ben, j'avais pas vu. Il propose aussi maintenant de traduire automatiquement le contenu de mon document. Il y a des nouveautés tous les jours, hein, et ils sont liés avec ChatGPT et compagnie, donc ils proposent beaucoup de choses. Donc je veux mon truc 3 volets, là, je veux le transformer en story Instagram, donc ils me le mettent directement au format. Vous avez la possibilité soit de redimensionner ce design, donc c'est qui va modifier votre document existant, soit d'en créer une copie modifiée. Je vais plutôt faire ça. Là, ça mouline. Et là, ouvrir votre story. Et qui va bouger mon document en format story. Donc là, en l'occurrence, vu que j'étais sur 3 pages, c'est pas top, mais j'ai tous mes éléments qui reviennent. Je pourrais déplacer. En tout cas, j'ai pas besoin d'aller rechercher tous mes contenus. Ah. Et j'avais pas prévu le coup pour mes calques. Je vais remonter mon petit logo, enlever ça. Pas vraiment de sens mon affaire. Et assez rapidement, voilà, je peux recréer un autre outil avec au bon format, en tout cas. Pour vous mettre peut-être l'eau à la bouche sur le prochain webinaire, là en dessous, j'ai la possibilité, quand je clique sur durée, de gérer ça comme une vidéo. On va avoir des séquences qui vont apparaître là. Et je vais pouvoir animer, donc exactement comme il y a quelques années, on animait des éléments sur un PowerPoint, animer l'apparition de certaines choses. Là, si je clique sur animer, là-haut, je vais pouvoir, ouais, je veux que j'ai tel ou tel élément qui apparaissent de telle manière. Alors, je vais mettre ça. Et puis, celui-là, je vais le mettre en flou. Et là, ce bloc-là, je voudrais que ça apparaisse comme si c'était des taches d'encre. Je ne sais pas si ça va marcher. Plus la latence de l'écran. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Hop. Et donc là, je me retrouve avec... Alors, je vais essayer de lancer la vidéo. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et donc, de mon image, en fait, j'ai créé une petite vidéo, quoi. Tout simplement. Je ne vais pas beaucoup plus loin là-dessus, puisque ce sera l'objet d'un autre webinaire, mais on peut ensuite aussi ajouter une piste audio. Donc, de la même façon, on retrouve une base de données monumentale, ouais, avec des morceaux libres de droit, pour pouvoir intégrer. Et là, petite subtilité, quand on va vouloir télécharger cette story sur l'ordinateur pour la poster, je ne la télécharge pas en image, mais en MP4, en format vidéo, tout simplement. Où suis-je avec tous mes... donc, je vais vous montrer, et ben là, on est là. Vous voyez le support du webinaire. Donc là, je suis complètement sur Canva. Ici, je retrouve... Alors, vous allez voir mes bidouilles, mais c'est pas grave. Ici, j'ai juste mon petit bloc avec ma frise et les éléments, on va dire, déjeuner. Là, j'ai un bloc logo, un bloc de texte, et ainsi de suite. Je vais quand même le remettre correctement. Et après, je vais dupliquer. Et typiquement, quand j'ai voulu dupliquer les différents webinaires, je reprends en gros cette première page qui pour moi est très correcte. J'en fais un copier-coller sur un autre document. Et ensuite, la seule chose, entre guillemets, que j'ai à changer, c'est le titre et la date. Donc, ce qui est fait une fois, après, est déclinable quoi, facilement. Si je viens ici, là, j'ai ajouté un petit élément graphique, justement, de la charte. Et là, j'ai rajouté, alors ça, c'est mon côté un peu maniaque, j'ai rajouté un petit effet ombre sous les images que j'ai importées. Je ne sais pas si vous voyez. Que je trouve, moi, très propre.
qui ne révolutionne rien, je vous l'accorde. Imaginons, là, voilà, que je veuille ajouter une petite ombre sous l'étoile, là. Je vais aller dans Modification. Et là, on sort encore toute une série d'effets. De nouveau, effacer l'arrière-plan. Je peux générer un arrière-plan aussi. Allez, on a 2 minutes, je vais vous montrer quand même, parce que c'est rigolo. Je veux ajouter une plage. Est-ce que ça va marcher? Forcément pas. Voilà. Donc, ça m'ajoute du sable en dessous. Ça, c'est plutôt. Alors, on peut générer plein de fois, hein. C'est plutôt rigolo à utiliser. Dans les autres outils, on a ce qu'on appelle la gomme magique qui va nous permettre d'effacer certains éléments. Imaginons que vous ayez, pareil, une affiche où vous avez du texte dessus, mais que vous ne pouvez pas sélectionner. Bah là, l'outil va vous permettre d'en trouver. Il va transformer des images en vidéo. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était de vous montrer ce principe d'ombre-là. Donc là, j'étais ici, dans Effets, Ombre, et je vais pouvoir ajouter, voilà, des choses et jouer sur voilà, les niveaux d'orientation de la lumière, le niveau de flou, etc. Enfin, il y a vraiment un nombre d'outils. Je peux le transformer en d'autres couleurs, prendre des choses plus ou moins floues. Je veux que tout ça devienne très flou, voilà. Donc, c'est devenu en fait un outil qui combine l'IA, enfin, c'est Paint, Word, Photoshop, enfin, dans un seul outil. Alors, évidemment, on n'est pas du tout sur le même niveau de technicité que des outils type la suite Adobe ou autre. Ça ne se substitue pas du tout, selon moi, à un job de graphiste. C'est super pour décliner des choses. Après, il faut aussi avoir en tête que ce que je vous explique là, je ne suis pas la seule à le dire, hein, on est plein à l'utiliser. Il y a des dérives aussi aujourd'hui qui font qu'on retrouve, comment je peux dire ça, il y a une homogénéisation de certains outils à cause de Canva. Je pense au CV. Il y a vraiment eu le truc de je fais mon CV sur Canva et finalement on s'est tous retrouvés avec des choses qui se ressemblent beaucoup aujourd'hui. Donc il y a vraiment un job de personnalisation quand même des modèles à avoir. J'avais pas vu ça. Vous pouvez transformer des photos en gravure. Pardon. Pas que je mette le nez dedans, moi ça me. Donc il y a vraiment voilà, ce job, je dirais, de personnalisation à avoir dessus. Et si je dois reprendre dans l'ordre en fait, toutes les différentes étapes, je dirais, il faut que vous synthétisiez tout ce que vous avez sous la main. Tout ce que vous avez sous la main comme photos, logos, éléments de typographie, couleurs, etc. Ensuite, vous créez votre compte Canva, vous importez vos éléments de charte graphique, et après, le plus dur, à mon avis, c'est vraiment de faire des choix. C'est de se dire, voilà, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une affiche, d'un flyer et d'un format de post Facebook, de vous créer ces designs, d'en configurer un qui sera votre version bêta, quoi, celle alpha, et que vous allez ensuite décliner, dupliquer en fonction des différents contenus que vous allez pouvoir avoir besoin de créer. Je n'arrive pas à retomber sur mes pattes avec mon étoile verte, c'est pas très grave. Voilà. Donc il y a une possibilité voilà, hyper importante d'outils hein, là-dessus à utiliser. Je reprends, vous avez des tableurs, la possibilité de faire des graphiques. Ils vous configurent d'ailleurs aussi je vais vous donner un exemple. Techniquement, voilà, bah là, c'est des outils qu'on utilise pour rendre compte de notre boulot tous les mois. Et là, c'est des graphiques carrément qui sont utilisés. Où, quand je clique dessus, je retrouve comme sur Excel, pardon, la possibilité de remplir des tableaux
et qui me font évoluer mon gommé graphique en fonction des chiffres que je vais mettre. Là, c'est pareil, j'ai un petit outil qui, en fonction, je vois que je n'ai pas mis à jour, voilà, qui, en fonction du pourcentage que je vais mettre, va plus ou moins remplir le petit anneau. Enfin, voilà, vous avez vraiment plein d'outils qui existent dedans. Pas trop que je modifie ici. Pas faire de bêtises. Et tout ça, c'est effectivement dans les éléments. On va avoir... montrer quoi? Des graphiques. Voilà. Et là, vous avez un pléthore d'exemples. Vous allez pouvoir personnaliser à vos couleurs, etc. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec les multiples options offertes par Canva. C'est vraiment un outil, nous, c'est l'incontournable aujourd'hui. L'incontournable des outils est celui sur lequel on passe le plus de temps. Et vous avez aussi, alors on a encore peu testé, mais la possibilité de lier des outils d'IA, notamment ChatGPT, avec Canva directement, qui vous génère des contenus texte sur l'un et qui les décline après dans les designs. C'est un outil en évolution permanente. Je vous écoute si vous avez plein de questions là-dessus. Voilà. Anne qui dit « J'ai galéré avec le passage d'un design à un autre ». Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Quand vous êtes sur votre page, vous êtes en train de travailler sur un design, on vous invite systématiquement à revenir en fait, sur la page d'accueil pour retrouver les autres. Il y a un coup de main à prendre, vraiment à l'usage pour s'y retrouver. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, si quand vous êtes sur votre page d'accueil et que vous ouvrez un design, ça vous ouvre un deuxième onglet en fait, dans votre navigateur. Et je vous conseille de toujours garder ouvert quand même quelque part celui avec la page d'accueil. C'est plus simple en navigation. N'hésitez pas à poser des questions à l'oral. Hein. On a un petit peu, il nous reste voilà, 10 petites minutes avant de clôturer le webinaire. Voilà, c'est peut-être plus simple que par le chat. N'hésitez pas. Hein. Juliette, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui. Bonjour. J'aurais une question, c'est concernant pour diffuser une information claire et rapide, parfois les pictogrammes sont assez importants. Ouais. Et est-ce que, à l'image des banques de données sur les images, l'audio, il y a ce type de... Il y en a plein. Il y en a plein des pictogrammes, ouais, on peut piocher. Et dans lesquels on peut piocher, on peut modifier les couleurs, les tailles d'épaisseur, la graisse, en fait, des traits, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pourriez me montrer à quel endroit aller pour... Eh ben, alors, peut-être comment je reviens. Oui, je peux... je repartage le bon écran, pardon, je me perds. Hop, je vais revenir ici. Là, c'est bon. Vous voyez mes petites chèvres là. Oui. Oui. Si je prends, alors, pictogramme, allez, téléphone, il me sort dans les illustrations. Ok. Et si je prends, allez, j'espère que je vais en prendre un où ça marche. Je prends celui-ci, voilà, complètement au hasard. Je vais pouvoir le passer dans mes couleurs. Modifier, voilà, le tour. Je vais pouvoir jongler là-dessus. Pour l'anecdote, justement hier, je cherchais un pictogramme qui n'existe pas sur Canva, que Gemini, donc l'IA de, je sais plus, de Google, bon bref, Gemini ou ChatGPT, m'en crée en fait dans les outils d'image, ce qui est plutôt bien utile. Et que vous avez pu intégrer ensuite avec Canva. Ok. Ouais. Il m'a créé ma liste, après je les importe dedans et je peux jongler avec les couleurs, etc. D'accord, merci. Et donc oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait écrit Frédéric, sur le fait qu'il n'y a plus qu'à pratiquer. Là, je vous ai donné une masse d'infos monumentales.
ça part dans tous les sens, il y a 50 000 options, etc. Vraiment, ne vous inquiétez pas si dans les 10 premières minutes, vous n'êtes pas complètement au top et tout est hyper fluide, c'est normal. Il y a vraiment, notamment, voilà, le fait d'avoir en tête ces questions des calques, de déplacer les différents blocs à prendre en main. Et après, de réussir à jongler avec la colonne de gauche et les éléments que vous allez importer, les choses qui sont déjà dedans. Et enfin, je dois dire, je pense que je vous ai présenté même pas 10% des contenus disponibles sur la plateforme. En tout cas, n'ayez crainte si tout n'est pas hyper clair et hyper fluide tout de suite, c'est absolument normal. Pratiquer. C'est nettement plus simple que la suite Adobe, ouais, c'est clair. C'est aussi beaucoup plus généraliste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où, pour le coup, nous, dans l'équipe, on est une graphiste, alors qui se moque de nous hein, quand on utilise Canva. C'est pas assez technique pour le coup, et il y a quand même des éléments où parfois les outils type Adobe sont vachement plus pertinents. Mais il faut effectivement pouvoir les maîtriser, puis c'est un peu moins ludique. Quoi. Bon, ben, il y a une demande de prise de parole de Sophie. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super, merci. Merci pour la présentation. Désolée, j'ai pas pu être présente au tout début. Moi, j'utilise déjà un petit peu Canva et je me posais la question, est-ce qu'il y a un espace avec des templates, avec des modèles un peu d'infographie? Oui, Parce que là, ouais, d'infographie. ok. Alors, Il suffit de taper au début dans les modèles. Enfin, je me pose la question où on pouvait trouver ça. oui, si je reviens sur... Ah, mais là, je suis dans mes... Alors... Et voilà, l'ampleur du... Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Vous n'êtes pas sur le bon onglet, c'est pour ça. Je vois sur l'autre écran. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai tapé infographie. Tout et simplement, là, ok. plein de différents styles. Et alors, pourquoi il les met en vertical? On peut même retrier après à l'intérieur, type entreprise, etc. D'accord. Donc, il y a pas mal d'outils. Oui, comme d'habitude, c'est des banques énormes et à nous après de faire le travail. Moi, j'ai l'impression dans l'usage de Canva, comme vous avez très bien dit, ça sera jamais un travail de professionnel, ça va être en capacité de faire des choses relativement simples à comprendre. Enfin, je trouve que c'est toujours le problème de réussir à faire quelque chose de simple et rapide à lire et qu'on ne surcharge pas parce qu'on peut être tenté face à cette banque de données de vouloir y rajouter plein de choses. Et puis, c'est jamais fini. Ça fait vraiment partie des missions, on va dire, où en fait, on peut toujours rajouter un truc, on peut toujours parfaire, changer la couleur. Et c'est vraiment pour moi le piège, c'est de. Je suis la première à tomber dedans, hein, mais des fois à passer des heures et des heures à essayer de modifier des trucs où l'ombre sous la petite image. Alors moi, je trouve ça très joli, mais franchement, ça ne change pas la face du monde, quoi, je le dis. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas dans le chat. Il y a des remerciements. Eh ben, on va peut-être clôturer du coup. Donc, voilà, je reprends juste la parole pour terminer. Donc, un grand merci à toutes et tous pour votre présence. Un grand merci à Juliette d'avoir brillamment animé ce webinaire. J'ai oublié tout à l'heure à l'introduction, je suis passée un peu vite quand même, de vous redire que ce cycle de webinaire, il est organisé par le réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une action qui est financée par la région, comme toutes les actions qu'on porte. Et ces webinaires thématiques, ils s'inscrivent vraiment dans un objectif qu'on s'est fixé d'essayer au maximum de vous accompagner les professionnels du tourisme pour toujours vous améliorer. Donc, on a choisi ce thème de la communication pour ce premier cycle de webinaire parce que c'est vraiment des demandes récurrentes que vous nous présentez. Donc, voilà, pour y répondre, l'idée, c'était d'organiser ces 4 webinaires thématiques. On a 6 dates au final parce qu'il y a eu pas mal de succès. Donc, il y a certaines thématiques qu'on a doublées, notamment le prochain qui sera sur la question des montages vidéo.
Donc, il y en a certains d'entre vous qui se sont inscrits à tous les webinaires. Donc, on vous retrouve de date en date et d'autres qui ont pu venir qu'une fois. Mais en tout cas, sachez à nouveau que les webinaires sont enregistrés. Donc, les replays vous seront partagés. Et avec Juliette, on a conçu aussi, à l'issue de chaque webinaire, un petit livret, je le disais déjà tout à l'heure, avec l'essentiel sûr. Donc, il vous sera envoyé un petit tuto mémo pour que quand vous vous remettez dans l'outil, vous ayez la marche à suivre, les étapes essentielles, les choses à pas oublier pour bien les garder en tête. Voilà. Et puis, du coup, peut-être juste vous dire aussi que quand ces webinaires Parlons.com seront terminés, donc ça se terminera fin mars, on a imaginé une autre série de webinaires sur une autre thématique qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les éco-solutions. C'est toutes les solutions qu'on peut mettre en place dans les hébergements ou les offres touristiques pour s'engager encore plus dans la transition. Et donc, on vous fera savoir les dates dès qu'on les aura, mais c'est une série à nouveau de 4 webinaires qui seront sur le même tempo sur la pause déjeuner pour pas vous prendre trop de temps, des temps courts, efficaces, concrets, et ce sera du coup de mi-mai à mi-juin qu'on les organisera. Et voilà, vous recevrez les infos, les liens d'inscription si ça vous intéresse. Voilà, ben merci encore à toutes et tous, à nouveau à Juliette et au plaisir de vous retrouver très, très bientôt pour la prochaine date. Donc, ce sera le mardi 17 mars. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.